Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis de retour à Paris, enfin précisément à Mantes-la-Jolie, à quelques kilomètres de Paris. Toujours pour le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous? Alors tu es l'une des spécialistes en psychologie positive, donc c'était obligé de passer te voir. Donc c'est quoi le bonheur pour toi, Ilona? D'accord, bien sûr, pour répondre à cette question, je dois en fait utiliser les définitions plutôt psychologie positive pour moi. Donc bonheur pour moi consiste de deux parties. Donc, ce bonheur hédonique et bonheur eudaimonique. Donc bonheur hédonique, c'est à quel point je suis satisfaite avec ma vie. Et une autre partie de ce bonheur hédonique, est-ce que je me sens bien ou pas? Donc c'est en fait la satisfaction avec la vie, plus les émotions positives et pas trop des émotions négatives. Donc ça, c'est ce qu'on normalement considère comme bonheur hédonique. Et après, on a une autre partie, c'est bonheur eudaimonique. Et en fait, c'est à quel point je trouve que ma vie, elle a le sens, que je continue à me développer, que je trouve épanouissement dans ma vie et je continue à vraiment quelque part pousser les limites pour vraiment trouver le vrai moi-même et j'arrive d'être bien en congruence avec moi-même. On parle de quoi? De donner un sens à sa vie ou Oui, c'est donner le sens à sa vie et se développer aussi. En fait, bonheur hédonique, c'est bonheur beaucoup plus statique quelque part. C'est en fait comment on arrive à trouver homéostase, donc équilibre dans notre vie. Et bonheur eudaimonique, c'est plutôt comment j'ai parfois détruit cet équilibre pour aller quelque part vers quelque chose dans quoi je crois. D'accord. Donc ça c'est plus bonheur eudaimonique, c'est beaucoup plus concerné avec tout ce qui est développement, pousser les limites, dépassement de soi et le sens, bien sûr aussi. Ça voudrait dire qu'il y a des techniques pour équilibrer les choses? Bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Bien sûr, bien sûr. Mais les techniques déjà pour équilibrer quoi? Les deux notions de bonheur sont très importantes, tous les deux, parce que bien sûr on peut vivre dans les bonheurs eudaimoniques, mais parfois dans cette vie, peut-être on perd le plaisir et on perd aussi cet équilibre personnel. On peut travailler un petit peu trop, on peut finir avec un burn-out. Donc, cette bonheur eudaimonique, c'est aussi très important. C'est vraiment là comment je peux profiter de ma vie, prendre plaisir, profiter de cette journée, belle journée, profiter du soleil. Donc, tout ça, c'est bonheur hédonique. Mais tout le monde voudrait profiter de sa journée au maximum, mais globalement, quand tu regardes la société, on ne peut pas considérer que les gens soient dans ce bonheur hédonique. Pas toujours, mais quand même, bonheur eudaimonique, c'est très important parce que si en même temps on perd l'essence dans notre vie, après à la fin, on n'arrive plus à profiter du soleil, de journée non plus. Donc les deux sont très importants. Oui, bien sûr, dans l'essence de société, on est beaucoup plus dans les bonheurs hédoniques, clairement, et dans les valeurs concernées avec le bonheur hédonique aussi, bien sûr. Mais en même temps, si on n'a pas ce sens de développement, dépassement de soi et le sens, pourquoi vivre? Alors, si on devait donner une recommandation, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ok, bah, moi je fais comment ?» Je fais comment pour le bonheur eudaimonique ou eudaimonique? Eudaimonique. Eudaimonique, ça c'est beaucoup plus développement, lecture, chercher les difficultés quelque part, chercher les challenges difficiles mais intéressants pour nous-mêmes, essayer de révéler nos propres forces, par exemple, qui je suis, quels sont mes talents et comment je peux être plus en accordance avec mes propres forces, où je dois aller pour être plus moi-même et en fait donner quelque chose à la vie, pas que prendre quelque chose de la vie. Donc c'est cet renversement de positionnement, parce que très souvent on cherche qu'est-ce que la vie peut me donner ou apporter. Et la question ici plutôt qu'est-ce que la vie attend de moi, comment moi je peux apporter quelque chose à la vie. Comment je peux mettre à contribution mes talents? Tout à fait. Pour le bien commun, quoi. Exactement, exactement. Qu'est-ce que la vie attend de moi? C'est une bonne question pour commencer. Ah oui, c'est clair, c'est une vraie question philosophique. C'est une vraie question philosophique, ouais. Donc, bonheur eudaimonique, c'est un peu plus philosophique, mais en même temps, c'est pas que philosophique, parce que c'est tout ce travail, parce qu'après, si on a cette direction, après, faut aller. Faut faire quelque chose. Bah ouais, c'est ça. Et normalement, comme tu fais quelque chose, c'est l'essence d'effort. On investit l'effort, on investit le temps, on investit nous-mêmes. Parfois, on prend les risques pour aller.
Je suis d'accord. Ouais. Quel est ton regard justement par rapport à notre société à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu as le sentiment qu'elle part un peu dans cette direction ou qu'on n'est pas du tout à se poser tout ce Je pense une proportion de société, oui. Ouais. Donc, comme on regarde tout ce qui est fait, tous les activistes autour de l'écologie, tous les gens qui essaient de vivre autrement, qui essaient vraiment de mettre en œuvre les principes, pas que les principes, mais vraiment les principes dans une manière pratique, comme on revient à l'agriculture écologique, par exemple, comme on revient à ce fonctionnement, comme on peut peut-être tout acheter, mais on choisit de ne plus acheter. Donc, bien sûr, on a une proportion de société, clairement, qui choisit à développer dans la direction eudaimonique, clairement. Mais c'est juste une proportion. Et là, par exemple, tu m'as demandé donc les définitions de bonheur. Je peux aussi revenir à une autre définition de bonheur que j'aime beaucoup. Définition de bonheur utilisée par Bhoutan. Bhoutan, c'est un pays qui est très connu pour l'index de bonheur national brut. Eux, ils utilisent une autre définition plutôt de bonheur durable, sustainable happiness. Donc ça veut dire quoi bonheur durable? Bonheur durable, c'est quelque chose déjà dans le durée. Donc c'est toi, tu es heureux dans le durée, mais c'est le premier sens. Et le deuxième sens, encore beaucoup plus important, c'est le bonheur durable pour tous. Donc c'est le bonheur qui peuvent durer dans 100 ans, dans 200. On a les gens qui sont toujours heureux. Donc ça veut dire que la planète elle est toujours là. Les gens sont toujours là. Tous peuvent être heureux. Et donc ça veut dire que c'est vraiment le bonheur de l'écosystème, beaucoup plus global. Et aussi pour eux, bonheur durable, c'est pas que pour les êtres humains non plus. C'est aussi pour tous les restes de la planète, pour tous les living creatures, pour tous les organismes, tous les animaux, tous les plantes, tous les restes. Et donc j'aime beaucoup aussi cette définition de bonheur très, très, très différente. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec eux, donc... ah ouais, ok. Ah oui, j'ai consulté le gouvernement de Bhoutan pendant 1 an sur un grand projet et c'est comment en fait on peut développer les recommandations sociétales pour les gouvernements, pour les politiques publiques basées sur les principes de bonheur durable. Et mais j'ai aussi énormément appris. Pourquoi eux y arrivent et pourquoi, par exemple, nous en France, on pourrait pas y arriver? Eux, ils ont quand même beaucoup moins dans les consommations. Dans le consumérisme, ils ont beaucoup moins dans... Ils ont été protégés déjà par les gouvernements d'abord, par les systèmes. C'est un petit pays, plus facile quand même à gérer que les grands pays comme les nôtres déjà. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits non plus. C'est un pays très pauvre avec plein de difficultés aussi. Mais ils ont les principes. Et on a vu vraiment qu'ils arrivent à mettre ces principes en place. Donc, bonheur de monde, c'est plus important que les résultats immédiats. Donc, par exemple, ils ont installé les pôles d'électricité partout dans le pays. Après, ils ont trouvé que beaucoup de oiseaux, ils ont mort sur les pôles. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désinstallé. C'est bien. Et c'est après cet énorme investissement financier pour un pays très, très pauvre. Parce que ce n'était pas acceptable qu'autant d'oiseaux peuvent mourir. Et donc, ça, c'est vraiment les principes qu'ils ont mis en pratique. Donc, ils ont une limite, je ne me souviens pas combien, 1, 2 arbres par personne que tu peux couper pour te chauffer. Et c'est froid. Il fait très, très froid à l'hiver. J'étais là à l'hiver et c'était, je peux garantir, c'était moins 20 pendant la nuit. Ah oui. Donc, il fait vraiment froid. Mais ils ont une limite puisqu'ils veulent conserver la forêt. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a plus de bon sens là-bas qu'on peut avoir dans nos sociétés d'ultra-consommation, en gros. Tout à fait. C'est bon sens pour cette conservation vraiment des systèmes écologiques. Donc, bonheur pour tous. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que pour des pays comme la France ou comme d'autres pays qui sont développés, ce serait compliqué de mettre ça en pratique. C'est compliqué, mais on peut faire. On peut le faire. Aussi, on voit plein de pays en Europe, comme Danemark, comme Norvège, qui ont les pays plus heureux et aussi qui ont en pratique, ils ont beaucoup plus conscience des questions écologiques et aussi qu'ils font tout pour mettre tout ça en œuvre. Oui, complètement. Ouais. Tu nous disais que tu étais resté 1 an au Bhoutan. Non, un an travaillé. Je restais que pour 4 jours. D'accord. Non, je ne pouvais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours, qu'on comprenne quelles sont tes aspirations, d'où tu viens, pourquoi tu t'es intéressé au Bhoutan, qui tu es
finalement, quoi. Qui je suis? Ouais. Donc, je suis un psychologue, déjà. Je suis vraiment psychologue. Et je suis un psychologue spécialiste dans la psychologie positive de tout début. Donc, déjà, comme j'étais étudiante en psychologie, quelqu'un m'a introduit ce concept de psychologie positive. J'ai entendu le mot psychologie positive. Qu'est-ce que c'est? Les sciences de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. D'accord? Et dans 2 minutes, j'ai eu cette clique. Ah, mais oui, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est le psychologue? C'est comprendre dans une manière scientifique, avec tous les autres scientifiques. On recommence. C'est pour comprendre avec tous les ressources scientifiques qu'on a, ça veut dire quoi? Les bonnes vies, les vies avec les sens, comment on peut vraiment assister à cet épanouissement individuel et collectif. Donc, je me spécialisais dans cette question depuis 17 ans maintenant. Et donc, mon parcours, d'abord, c'était plutôt un parcours académique. Donc d'abord parcours académique et après donc j'ai monté le premier programme de master psychologie positive appliquée en Europe, c'était le 2e programme dans le monde, donc j'ai fait bien sûr mon doctorat en psychologie positive appliquée aussi, et après donc j'ai écrit plusieurs bouquins sur la psychologie positive, peut-être 7 à peu près, et après j'ai compris aussi que c'est très bien d'enseigner la psychologie positive à l'université, on a plein d'étudiants, mais aussi c'est peut-être plus important de faire quelque chose. Donc, je m'ai appliqué dans les psychologies positives vraiment beaucoup plus appliquées. Donc, ce n'est pas juste enseignement, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait en entreprise pour assurer que les gens sont plus heureux et plus engagés dans le travail. Qu'est-ce qu'on fait à l'école pour assurer que les enfants apprennent les compétences de bonheur, les compétences de bien vivre, de vivre mieux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait si on est face à client, donc dans le sens de psychologue, donc psychologue thérapeute ou les coachs par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ce client qui cherche peut-être quelque chose, et qu'est-ce qu'on fait dans les sens plus public, le gouvernement, donc projet de Bhutan, c'était par exemple ce projet donc, dans le cadre de mon activité plus consulting, donc aider ce gouvernement en fait a structuré avec un réseau des experts mondiaux, on a eu 36 personnes impliquées dans ce projet, structurer les recommandations pour les policiers publics. Donc qu'est-ce qu'on fait dans les pratiques, dans les policiers publics pour assurer en fait qu'on peut vivre plus dans une manière qui correspond à cette idée de bonheur durable. Ouais, plus en harmonie finalement avec la nature, les hommes, les animaux. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains, on prend en compte vraiment les êtres humains et tous les êtres qui ne sont pas humains. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Tu parlais d'éducation, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Bien sûr. Je ne sais pas si tu le sais, mais on est en train de créer une école pour les enfants que j'ai appelée l'école de la vie. C'est une école qui est inspirée de courants comme Steiner, Montessori, Freinet, Summerhill, etc. Super. Parce que je suis convaincu que tout part de là, tout part de l'éducation. Oui. Et le bonheur en fait partie, très clairement. Alors, quel est ton regard justement autour de l'éducation et du bonheur ? Il faut que j'amène un bouquin pour montrer. Pour les ados motivés, on a en fait, pris en fait tous les avec Charlotte Tancroom, on a vraiment étudié tous les systèmes qui contribuent vraiment à cette école idéale, et exactement Montessori, Steiner, Freinet, tout le reste, tout est là, et plus la psychologie positive ou l'éducation positive. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur énormément. Donc je suis passionnée pour ce type de projet. Donc comment vraiment créer l'école où les enfants peuvent s'épanouir, où ils peuvent apprendre pour le plaisir et bonheur d'apprentissage, bonheur hédonique ici et hédomonique bien sûr, et pas que pour les notes, toujours. Les notes, ça ne veut pas dire que les notes sont mauvaises, mais pas juste apprendre pour avoir les bonnes notes, mais apprendre pour l'apprentissage elle-même, vraiment, où ils peuvent apprendre aussi comment vivre ensemble dans une société, mini-société, comment communiquer ensemble bien, comment c'est comprendre déjà, comprendre ses propres talents, donc oui, la vie quoi. Oui, absolument, c'est la vie, on est d'accord, parce qu'on la vie. Ça c'est par exemple, ça c'est notre boîte sur l'éducation positive, donc la vie, on retrouve ici ce qu'on la vie. Super. Donc, l'école de la vie. L'école de la vie, on est d'accord, non? C'est ça. Donc, absolument. Et donc, je travaille beaucoup dans les systèmes éducatifs. D'abord, je travaille beaucoup, bien sûr, en Angleterre et partout dans le monde, un petit peu. Donc, mes programmes maintenant, la Tour de Bonheur, sont à Japon, à Singapour, en Australie, en Angleterre, maintenant en France aussi. Et en fait, les programmes, comment développer les compétences de la vie. Donc, bien sûr, les compétences académiques sont très importantes. Je veux pas, c'est pas
denial, c'est pas à rejeter. Les compétences académiques, bien sûr, c'est très très important, mais en plus, c'est autant important de développer les compétences humaines, les compétences pour la vie, les compétences de se comprendre, d'empathie par rapport aux autres, comprendre et trouver ses propres talents, aligner sa vie avec ses propres talents, de comprendre comment se motiver si on n'est pas motivé, comment avoir cette grit, en anglais, en français, je ne trouvais jamais... Le goût peut-être? Non. Le goût, non, grit, c'est plus, je ne trouve pas en français les mots qui correspondent bien, c'est... L'envie, le désir? Non, c'est plus que ça, c'est persévérance, mais avec un petit peu de passion. Donc c'est le goût plus persévérance. En gros, il s'est trouvé et... Tout à fait, et travailler, parce que parfois, il faut vraiment juste travailler, bosser comme les dingues, parfois aussi pour si c'est quelque chose de trop difficile, pour apprendre quelque chose de nouveau, tout le reste. Donc, grit, c'est vraiment cette persévérance. Je vais persévérer, je vais tenir et je vais arriver. Et c'est aussi les compétences psychologiques. C'est juste pas parce que nos parents nous avons dit il faut bosser qu'on va bosser. D'accord. Donc, et toutes les compétences relationnelles, bien sûr aussi. Donc, ouais. Et il existe tout plein de choses à mettre en place. Enfin, il y a plein de techniques, il y a plein d'outils qui existent. Bien sûr. Avec quelqu'un petit outil, c'est le jeu de bonheur, par exemple. C'est le jeu de cette famille, mais avec toutes les compétences de bonheur. Génial. Par exemple, famille sociable, offrir une écoute active, famille forme, 1, 2, 3, on respire. Super. Famille sociable, offrir un complément, famille confiance, famille optimiste. Il y a tout, quoi. Absolument. Donc ça, c'est en fait, on a beaucoup validé dans psychologie positive plein de techniques différentes. Techniques, en fait, qu'ils ont tous validées individuellement. Donc on sait que les techniques, en fait, elles sont efficaces, elles marchent très bien. Et ces techniques, en fait, nous permettent de développer les compétences à tour de bonheur. Et il faut les mettre en place rapidement? Il y a une tranche d'âge sur laquelle il faut le faire, ou on peut rattraper, par exemple? On peut rattraper. Bien sûr, on a énormément d'évidence qui démontrent que si on apprend plein de compétences avant 5 ans ou 7 ans, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que l'organisme est énormément malléable. Donc, c'est très facile à influencer et mettre les bonnes choses en place, mais c'est pas fini après. C'est pas fini et on peut apprendre dans toute notre vie jusqu'à dernier moment de notre vie. Le cerveau continue à créer les nouvelles connexions. Donc c'est jamais trop tard. Ah bah tant mieux, c'est une bonne nouvelle, quoi. Non. Mais malgré tout, alors c'est peut-être une réflexion très personnelle, j'ai vraiment le sentiment que quand même tout part de là. C'est-à-dire que, je sais pas si tu le sais, moi j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes. Donc on travaille avec des thérapeutes et des professionnels du bien-être. Et ce que je vois, c'est que, on va dire, sans porter aucun jugement, une personne qui a envie de changer, qui est adulte, qui a la cinquantaine, ça peut être quand même assez long de se déprogrammer, de se déconditionner et d'essayer de commencer à réfléchir différemment. Alors que si on part dès l'enfance, a priori, il n'y a pas de raison après plus tard de le déconditionner. Absolument. Voilà. Donc j'ai le sentiment. On est complètement d'accord, bien sûr. Bien sûr. C'est possible. C'est possible pendant toute la vie, mais avec beaucoup plus de travail. Voilà, et pendant l'enfance, c'est beaucoup plus facile. Le plus tôt on commence, le plus facile c'est. Complètement. Tous les cheminements neuropsychologiques sont tous formés dès l'âge de tout petit. C'est clair. Complètement. Donc, si on forme les bons cheminements, a priori, c'est gagné. A priori, c'est pas gagné complètement, parce qu'on a quand même les contextes, les influences, les choix personnels et tout le reste, mais on a beaucoup plus de chances, bien sûr, à bien partir de la vie. Ça veut dire que toi, tu intègres des écoles, tu leur proposes ces outils dans des écoles classiques? Dans l'école classique, dans les écoles alternatives, absolument. Les programmes, en fait, ils s'appliquent. Donc, en fait, on a les programmes de bien-être et climat scolaire et les programmes de résilience. Ils s'appliquent aux écoles classiques. Et en fait, ils sont très faciles à mettre en place parce qu'ils sont tous présentés en forme de cours avec les objectifs d'apprentissage, avec des déroulés très spécifiques, précis, avec plein d'exercices différents, avec les PowerPoint, tout ce que les profs, en fait, envie à voir pour enseigner. Et aussi, les mêmes programmes peuvent être utilisés, ils sont utilisés aussi dans l'école alternative. D'accord. En fait, c'est comment on apprend les compétences partout. C'est ça, Et l'école dite traditionnelle, classique, elle accepte volontiers ces outils ou elle a un peu de réticence En fait, c'est très intéressant. Je vois moins et moins de réticence. Vraiment. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension maintenant que ces compétences pour la vie sont vraiment, vraiment très importantes
déjà pour les réussites scolaires. Déjà. Donc en fait, beaucoup plus de profs sont ouvertes à ce type d'enseignement. Et comme cet enseignement est présenté dans une manière quelque part un petit peu traditionnelle, c'est plutôt bien accepté. Donc je vois beaucoup plus d'ouverture par rapport à ça. Déjà, si on compare avec 5 ans avant, maintenant, chaque fois que je parle avec un professionnel d'éducation, n'importe quel acteur éducatif, ils sont tous en fait d'accord. C'est très, très, très important. Super. Après, notre question, c'est le moyen. C'est les moyens comment. C'est les moyens comment parce que, comme on sait très bien, les écoles en France ne peuvent pas choisir, par exemple, à investir leurs ressources par-ci ou par-là. Les choix sont très limités. C'est vrai. Et ça c'est beaucoup plus difficile comment après travailler avec. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Il faudra aller voir notre cher ministre de l'Éducation alors pour lui dire de changer les choses. Absolument, absolument. Parce qu'après, on sait très bien, on vit dans les temps de beaucoup de pression, beaucoup d'incertitude, aussi comment les enfants peuvent faire face à ça, comment développer la résilience, pas que juste capacité à combattre le stress, mais la résilience sur la durée. Par exemple, si les parents ont perdu l'emploi, par exemple, l'impact que ça peut avoir sur un enfant, donc comment cet enfant peut fonctionner bien en même temps, pendant les difficultés dans la vie aussi. Donc, c'est les parties plus bien-être, donc comment s'épanouir, et aussi les parties de résilience. La résilience, j'utilise cette terminologie plutôt dans les sens anglo-saxons. Donc, pas que la résilience par rapport à très, très grands événements dans la vie, mais la résilience par rapport à difficultés au quotidien aussi. Ouais, je vois. Donc, les deux parties aussi sont très importantes. L'idéal, je me dis en t'écoutant, c'est qu'il faudrait une école pour les enseignants, une école pour les parents et une école pour les enfants, quoi. On est d'accord aussi, on est d'accord complètement. Mais bien sûr, si on veut apprendre quelque chose aux enfants, d'abord, il faut que les enseignants apprennent aussi. Parce que juste parce qu'on est l'adulte, ça ne veut pas dire qu'on sait tout ce qu'il faut faire. Donc, toujours, tous les programmes passent d'abord par les formations pour les adultes, pour les enseignants. Et les enseignants d'abord pour eux-mêmes. Et après, donc, comment on développe les compétences des enseignants. Donc, comment moi je peux être plus heureux, plus épanoui. Et après, j'apprends comme enseignant comment je peux transmettre, enseigner tout ça aux enfants. Donc on passe toujours par les formations d'adultes pour l'adulte d'abord. Adult skills, donc compétences d'adulte, et après les compétences d'enfant. Toujours. Toujours. Et après, parfois les moyens sont un petit peu différents, les techniques de jeu sont un petit peu différentes, c'est normal bien sûr, mais compétences d'adulte d'abord. Et aussi bien sûr les programmes pour les parents. Parce qu'on a démarré cette année et on a eu énormément de succès, presque on a entendu un programme qui s'appelle PEPS. Parcours d'éducation positive et scientifique. Génial, pour les parents, en fait, mais aussi pour tous les acteurs éducatifs qui peuvent choisir à venir et apprendre. Et donc, on a eu 10 séances de mercredi après-midi, une fois par mois, où tous les parents sont venus pour apprendre qu'est-ce qu'on sait d'une manière scientifique par rapport au développement positif d'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut mettre tout ça en pratique. Oui, puis j'imagine qu'ils n'étaient absolument pas au courant des outils qui étaient disponibles et qui existaient. Absolument. C'est clair. Tu sais, nous, on est en train de faire, c'est notre deuxième festival, je ne sais pas si tu le sais aussi, on fait un festival qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie. Je pense que j'ai vu. Peut-être, c'est à Montpellier. Il y a 150 exposants, il y a 26 conférences, etc. Et donc, les exposants sont là justement pour montrer qu'il existe plein d'outils, qu'il existe plein de choses à disponibilité des parents et des enfants. Mais en réalité, je m'aperçois que personne n'en parle. Et donc, le festival se veut justement montrer un peu cette palette de ce qui existe, quoi. Tu aurais toute ta place, quoi, du coup. L'année prochaine, on sera à Paris, d'ailleurs. Si tu veux, ça pourrait être intéressant que tu viennes. Ça peut être intéressant, carrément, à travers toutes les interviews que j'ai réalisées, beaucoup m'ont dit que cultiver sa spiritualité, c'est tendre vers le bonheur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un chemin très important, mais ce n'est pas le seul. Pour moi, c'est plutôt les questions de sens. Et pour quelqu'un, ça peut être la spiritualité qui donne cette réponse au sens. Et pour quelqu'un d'autre, ça va être une autre réponse. Donc, pour plusieurs d'entre nous, je pense que la spiritualité, c'est ça qui amène le sens. Mais on peut aussi avoir la spiritualité humaniste pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, par exemple. Et donc, qui va avoir cette démarche spirituelle, mais peut-être ne va pas utiliser les mêmes mots, le même vocabulaire. Parce que c'est plutôt spiritualité humaniste. Donc, spiritualité, oui, mais plutôt cette question de sens. Question de sens pour moi qui est
plus important, plus primaire, et après comment on répond à cette question de sens, ça dépend d'individus. Ça dépend de ton chemin, quoi. Ça dépend de tes rencontres, de tes lectures, de ce qui va vraiment résonner en toi à un moment donné dans ta vie, quoi. Toi, tu as eu un déclic. Tu as eu un déclic à un moment donné. Bien sûr, moi j'ai eu ce déclic vraiment très très vite. J'ai entendu les mots psychologie positive et je trouvais les sens parce que pour moi les sens c'était comment utiliser toutes les ressources énormes de psychologie pour apporter quelque chose à ce monde et pas que pour les gens qui ont une difficulté. Parce que là, je pense qu'on fait déjà plutôt pas mal comme travail, en fait. On fait beaucoup de travail très important comme psychologue, bien sûr, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apporter à tous les restes du monde. Les gens qui fonctionnent normalement, ok, pas mal, comme ci, comme ça, différemment, mais qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que entre fonctionnement normal et fonctionnement épanoui, on a quand même une différence très importante. Et pourquoi on ne peut pas tous fonctionner mieux? Et de là, tu t'es dit, il faut que j'aide les gens. Et là, je me dis, c'est là où je veux aller, j'en vais aller. Et je suis rentrée dedans et je ne me suis jamais arrêtée. Et je continue à apprendre tout le temps, écrire tout le temps, trouver les recherches différentes tout le temps. Et après, pour moi, vraiment, les passions, c'est communiquer et montrer les exemples des vraies ressources qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place pour changer, parce qu'on sait très bien que changement dans une manière durable, c'est pas quelque chose de très facile où on peut facilement arriver. C'est difficile à changer le comportement, c'est difficile à changer les habitudes. Donc, on peut faire plein de choses, mais c'est pas que juste faire plein de choses, en fait, c'est pour faire moins des choses, mais mieux. Oui, c'est ça, Dans une manière plus durable, sur plus long terme, pour arriver, en fait, vraiment changer les habitudes. J'ai rencontré Jacques Lecomte, que tu dois connaître, bien sûr. Et on a abordé la thématique du bien-être. Et de mémoire, je trouvais qu'il y avait quand même une similitude, en tout cas quelque chose de très proche entre ce bonheur et le bien-être. En gros, cultiver son bien-être, et encore, il faut donner une définition à bien-être, nous permet, s'il y a une définition universelle, de tendre vers le bonheur. Ça serait quoi pour toi, cultiver le bien-être? Pour moi, en fait, j'ai un petit peu de difficulté entre bonheur et bien-être maintenant entre anglais et français. Parce que si je prends les langues anglaises, bonheur, c'est quelque chose beaucoup plus spécifique par rapport à bien-être. Well-being, c'est quelque chose beaucoup plus large que bonheur. Holistique? Well-being, oui, holistique, pas que holistique. Well-being, c'est une très grande catégorie par rapport à bonheur. Bonheur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus hédoniste, en fait. Plus plaisir, happiness, bonheur. Si on prend les langues françaises, c'est exactement l'opposé. En fait, bonheur, c'est une catégorie beaucoup plus large que bien-être. Parce que bien-être, si on fait par exemple un test très simple, ça va être les massages. Tout à fait. Sur Google Images, on va les trouver que bien-être, c'est vraiment les massages, c'est les pierres chaudes et les positions de yoga. Donc depuis ça, j'ai un petit peu de difficulté parce que je pouvais répondre cette question dans les langues anglaises. Et maintenant, si je reprends en français, ça va pas être les mêmes réponses. Parce que vraiment, les situations, c'est opposé. Précisément opposé. Donc, qu'est-ce qui est bonheur, qu'est-ce qui est bien-être? Je pense déjà chaque société peuvent mettre quelque chose de différent dedans. En plus, par exemple, pour être très compliqué, bien-être subjectif en anglais, subjective well-being, c'est en fait un terme scientifique qui est utilisé pour exprimer le bonheur hédonique. Donc on a encore les confusions entre les terminologies. Et en fait, pourquoi cette terminologie bien-être subjectif? Parce que c'était quelque chose en fait beaucoup plus acceptable à l'écoute, en utilisation de mots, que bonheur. En fait, comme on a commencé à faire les recherches sur cette question. Donc c'est pour ça, entre les Français, les Anglais et les définitions opposées, et bien sûr les bases de ces définitions très souvent viennent de la langue anglaise, parce que la plupart des recherches sont faites là-bas. Donc là, quelque part, je préfère ne pas faire un commentaire entre bonheur et bien-être, parce que maintenant, je ne sais pas sur où me positionner par rapport aux deux cultures différentes. Et si je rentre dans les autres cultures, par exemple dans les langues russes aussi, je peux parler, encore, on va avoir en plus de difficultés, parce que bien-être, c'est encore quelque chose
en fait beaucoup plus spécifique, donc comme en français, mais déjà encore plus spécifique, et ça s'applique pas à bien-être plus décor, mais plus благополучие, c'est bien-être de type est-ce que je vais bien financièrement, est-ce que tous les sécurités sont en place. Donc encore, la relation entre les mots bonheur et bien-être va être encore différente dans les troisièmes langues. Ah ouais. Et ça, c'est les trois langues que je connais. Donc, du coup, ça devient compliqué, ouais. Du coup, c'est bien compliqué, je pense. C'est vraiment bien compliqué. Mais... Donc, quelque part, en français, je vraiment préfère rester avec cette notion de bonheur. Et aussi, quelque part, c'est cette notion de bonheur, on retrouve dans tout ce qui est écriture plus spirituelle, écriture plutôt philosophique, dans les policiers publics, dans l'éducation. Donc, en fait, quelque part, je pense, bonheur, c'est quand même une terminologie qui peut réunir plus facilement que la notion de bien-être. Oui, c'est vrai. Ouais, je te rejoins. Tu sais, on dit très souvent que 1% de la population mondiale se partage 90% des richesses. Ouais. Ce que je vois aussi à travers le monde, c'est que cette question du bonheur, c'est exactement la même chose. C'est une vraie question philosophique. Il y en a beaucoup qui ne se la posent absolument pas et qui ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont même pas du tout réfléchi à cette notion de bonheur. D'ailleurs, beaucoup le vivent sans s'en apercevoir. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Mais qu'est-ce qui est très important, que cette question philosophique, si on ne se pose pas à la fin, presque tout peut revenir à cette question. Parce que si on demande la question pourquoi, donc pourquoi tu travailles, pourquoi tu te lèves chaque jour, pourquoi, donc à la fin, donc pour gagner d'argent, par exemple, pourquoi pour gagner d'argent, pour tout le reste. En fait, à la fin, presque chaque fois, on va répondre à cette question pourquoi, on va arriver à la fin parce que je veux être heureux. Ouais. À cause de souvent, ouais. Presque, oui. Souvent, pas toujours, parce que parfois, ça peut juste pour survivre, bien sûr. Mais sinon, très souvent, on va arriver parce qu'en fait, j'ai envie ou je cherche à être heureux. C'est clair. Ah bah oui, tu peux interroger n'importe qui dans la rue, tu lui poses la question, il a envie d'être heureux. C'est clair. Et une autre réflexion par rapport au bonheur et bien-être est une question qui est parfois posée par quelqu'un qui s'appelle Martin Seligman, donc le fondateur de psychologie positive. Si vous avez qu'un mot, deux mots, en sens de parents, vous comme parents, nos enseignants, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vos enfants? Tu me poses la question? Oui. Alors moi, j'ai pas d'enfants. D'accord. Mais bon, je souhaiterais qu'ils soient heureux. Exactement. Ouais. Donc, c'est comme vous, comme enseignant, comme quelqu'un qui crée une école, acteur éducatif. Normalement, parents, acteurs éducatifs, les réponses sont toujours bonheur, être heureux. Et c'est jamais bien-être, en fait. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est dans tous les pays. En anglais, en français. Les réponses vont être toujours, presque toujours, donc à 90-95%, heureux ou bonheur et pas bien-être. Ok. C'est intéressant. Sur les 1500 personnes que j'ai interrogées, je rebondis sur ce que tu dis, il y en a 1 sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi ». Ok. Ouais. Pourtant, je suis sûr que si on le posait cette question, il dirait « j'ai envie d'être heureux ». Ouais. Mais il ne sait pas donner une définition. Curieux quand même. Hein. Curieux quand même. Ça demande, en tout cas, moi, ça m'a poussé à la réflexion. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment on peut, à l'heure d'aujourd'hui, en 2016, ne pas de définition du bonheur, quoi, ne pas se dire, bon, bah, je sais pas, c'est être avec ma femme, être avec mes enfants, ne serait-ce que ça, par exemple. Oui, c'est intéressant. Non, il y en a beaucoup qui ne savent pas. C'est intéressant, parce qu'en fait, on a fait cette recherche que je n'ai jamais en fait publiée. C'est à peu près 12 ans que je le fais, et c'est une des choses que je fais, mais... Ok, je peux expliquer par contre. On a en fait posé cette question, c'est quoi le bonheur pour vous, à 1000 Anglais. Mais Anglais randomisés, donc Anglais pas tous des mêmes coins, téléphonés partout dans le pays, donc vraiment de toutes les classes différentes, tous les âges différents, genres différents. Donc c'est quoi le bonheur pour vous? Une question très simple. Et là, on a eu les réponses. Et c'est intéressant parce que tout le monde sont en fait arrivés à donner les réponses. Ah, bien. Mais vraiment. On n'a pas eu les réponses. Ah non, je ne sais pas. Donc, on a les réponses. Les premières catégories des réponses, c'était tout ce qui est relation. Donc, être avec ma femme, les enfants, donc, les amis, tout ce qui est relation. La deuxième réponse, c'était paix. Sérénité, paix, équilibre, satisfaction, en fait. Donc... contentement, donc être contente. Pas contente, c'est pas la même chose. Satisfaction. C'est plus satisfaction. Contentment, en anglais c'était contentment. Paix.
plutôt paix intérieure. Le troisième, c'était la sécurité. Le quatrième, je pense, c'était la santé. Et donc, à la fin, je pense, sixième ou septième catégorie, c'était en fait contribuer au monde, donc faire quelque chose pour les autres. Donc, c'est pas juste les autres pour moi, mais moi pour les autres. Et aussi, le développement de moi-même. Mais c'est intéressant parce que tous les gens, ils savaient, ils avaient une définition. Ils pouvaient répondre à cette question. Alors c'est peut-être culturel. Je pense aussi. Parce que les gens que j'ai interrogés, surtout, sont en France quand même. Sont en France, ils sont peut-être intellectuels, peut-être aussi, ils ont l'impression de donner les définitions qui est la bonne définition, cette définition parfaite. Par contre, tu vois, c'est marrant, il y a des choses qui se croisent, c'est que personne n'a parlé d'argent jusqu'à présent. Ah, c'est intéressant. Il n'y a personne qui avait dit voilà, avoir beaucoup d'argent, gagner au loto. C'était 2000 personnes en Angleterre, personne n'a parlé d'argent, mais de suffisamment d'argent. Donc les gens ont parlé plus de sécurité. Avoir suffisamment d'argent pour manger, pour assurer que tout se passe bien. Donc c'est pas d'argent, mais d'argent comme sécurité. Et ça correspond bien aux recherches. Parce qu'on sait très bien que d'argent jusqu'à quelques niveaux où tu peux satisfaire tes besoins fondamentaux de survie sont très importants pour le bonheur. Et après, non. Donc, jamais c'était les loteries ou beaucoup d'argent. Mais d'être OK et ne pas avoir peur que quelque chose va se passer demain et quelqu'un va prendre ma maison, oui, c'était important. D'accord. Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'ont influencé dans tes lectures jusqu'à présent? Je sais pas, alors, je te dis ça pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup les citations. Et il y a une citation de Gandhi que j'aime beaucoup qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et je trouve que ça résume tellement tout, c'est tellement puissant. J'ai envie de te poser la question, est-ce que toi tu as une citation Oui, absolument. La citation de Mandela, par contre je ne le souviens pas précisément, donc c'est vraiment l'éducation, c'est the greatest weapon that we can use to change the world. Education is the greatest weapon we can use to change the world. Donc, l'éducation, c'est la meilleure arme pour changer le monde. C'est ça. Donc, pour moi, peut-être c'est. Donc, on revient à cette question d'éducation. Et sinon, par rapport à tout ce que la lecture, ça, c'est un bouquin que j'ai eu plaisir, honneur à éditer, en fait. Et c'est 1200 pages ou quelque chose comme ça. Et c'est plein d'auteurs qui m'ont influencé énormément sur le bonheur, et donc on a tout le monde, on a demandé à tout le monde à exprimer sa définition de bonheur, de perspective donc spirituelle, historique, philosophique, éducation, entreprise, psychologique et tout le reste. Et donc oui, je peux recommander beaucoup de lectures. En fait, c'est pas moi, c'est tous les autres gens qui sont dedans qui en fait partageaient la vision sur qu'est-ce que c'est le bonheur. C'est un peu la Bible du bonheur. C'est la Bible du bonheur. C'est Oxford Handbook of Happiness. C'est la Bible du bonheur. Par contre, c'est ce qu'en anglais. Bon, on va travailler. Il est très lourd aussi. Oui, j'ai l'impression. C'est édition plomb. Absolument. Mais c'est une question passionnante. C'est une question passionnante, et c'est exactement les questions qu'on se demandait depuis des millénaires. Bah oui, les philosophes, tout le monde s'est posé cette question. Tout à fait. Et ce bonheur hédémonique, en fait, à la fin, on arrive à utiliser le terme aristotélien. Donc c'est Aristote qui a utilisé bonheur. Pour lui, c'était eudémonie, vivre en accordance avec les valeurs. C'était plutôt les valeurs sociétales, pas les valeurs personnelles, comme on utilise maintenant. Donc le sens de bonheur eudémonique, c'est pas exactement pareil entre Aristote et nous-mêmes comme on utilise maintenant dans la psychologie moderne, mais quand même, les terminologies viennent quand même de lui. Oui, bien sûr. Je suis en train de me dire, finalement, tu ne nous as pas donné ta définition à toi. Je pense que je suis trop affectée. Je suis trop affectée. Je ne peux plus séparer mon cerveau de scientifique et psychologue positif de moi-même ici. Donc pour moi, c'est vraiment le bonheur, c'est l'équilibre entre le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Et comment trouver les deux dans notre vie. Ni trop de bonheur hédonique en oubliant le bonheur eudémonique, mais trop de bonheur eudémonique, c'est pas bon non plus. Parce que là, on peut oublier le plaisir. Donc pour moi, c'est l'équilibre entre les deux. Cet équilibre dynamique. L'équilibre dynamique entre les deux. Ça, c'est peut-être vraiment pour moi le plus proche à cette définition de bonheur. Merci, Ilona. Merci.